Création de start-up, faut-il se lancer seul ou s'associer? Avec Olivier Preciosa, tout le monde arrive. Ludovic Briand, Emmanuel Cazet, Charlotte Schelink, Sophie Lelièvre, Mathieu Gaillard, chacun à son micro. Tout à fait. Je crois, ouais, vous en avez un au moins. Bonjour et rebonjour. 2, 3, 4, 5. Très bien. Bonjour. Donc À tout de suite. Précision pour les intervenants, Olivier Preciosa ne sera pas parmi nous pour le moment. Mais nous avons bien Charlotte Schelink, Ludovic Briand, Emmanuel Cazet et Sophie Lelièvre qui nous rejoint. Top. Donc deuxième workshop sur cette question, faut-il se lancer seul ou s'associer sur des projets d'entrepreneuriat d'un point de vue global et d'autant plus sur des aspects deep tech, pour des projets deep tech, on voit que ça peut soulever plusieurs questions. Déjà, cette question-là fait appel au moins à 2 questions. Sur la partie se lancer, comment est-ce qu'on peut avoir une idée et d'où vient l'envie d'aller créer un projet dans les aspects de deep tech? Et ensuite, sur la partie s'associer, avec qui, comment, pourquoi. Donc c'est un peu les sujets dont on va traiter aujourd'hui avec 3 témoins entrepreneurs et 1 témoin, grand témoin structure, Emmanuel Cazet. Donc on va pouvoir rebondir et donner la parole sur des thèmes, sur nos 3 témoins entrepreneurs. Et à la fin, Emmanuel nous fera l'exercice de synthèse et de présentation d'un outil qui permet de pouvoir faire du matching. Premier temps, on va prendre 2 minutes par personne pour vous présenter. Oui, j'ai augmenté. 2 minutes pour vous présenter. Donc, qui vous êtes, l'entreprise que vous avez fondée, donc de le vulgariser très simple. Et justement, revenir un peu au moment du lancement, d'où vient la genèse, d'où vient l'envie au démarrage. Voilà, il y a eu quoi? Qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier? Je vais donner la parole à... Alors, habituellement, je lance une balle pour donner la parole, et ensuite, vous la lancez, mais là, je vais distribuer la parole. Sophie, on va aller dans ce sens classique. Dommage, je suis arrivée à la dernière. Je suis à la place de choix. Bonjour à tous. J'arrive presque des États-Unis où j'ai passé 25 ans. J'étais professeure à l'université d'ingénierie en particulier, même si moi je travaille en biologie. Donc du coup, tout ce qui est brevet et start-up, c'était quelque chose qui est très, très, très important pour l'université. Et j'ai donc développé toute ma carrière en recherche sur le cancer. Et pour mon travail, j'ai dû développer des modèles qui s'appellent des tissus sur puce ou organes sur puce, de façon à ce qu'on ait vraiment l'architecture des tissus qui nous intéressaient pour travailler au laboratoire. Et je me suis rendu compte que ces modèles, pour lesquels j'ai eu des brevets, eh bien, pourraient être intéressants pour le criblage des molécules anticancéreuses. Il y a un gros problème. En fait, 97% des molécules anticancéreuses qui sont testées ne voient jamais le jour commercialement et ça coûte énormément d'argent parce que des fois, c'est même en essai clinique de phase 3 que cela se produit. Et là, on a peut-être un moyen de pouvoir aider à sélectionner les meilleures molécules in vitro en préclinique. L'université m'a poussé à créer une start-up, mais je ne voulais pas du tout faire ça parce qu'ils pensaient, eux, de faire la commercialisation des plateformes. Or, quand on travaille en culture cellulaire en 3 dimensions, comme on appelle ça, la culture 3D, bien, si on ne connaît pas cette culture, on peut avoir les meilleures plateformes du monde, ça ne marche pas. Donc j'ai réfléchi, puis finalement je suis retournée vers l'université, je dis, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de faire une start-up de service, où on ferait nous-mêmes le travail pour pouvoir justement donner les réponses qui seraient, j'espère, les meilleures possibles. Et du coup, c'était l'idée. Puis entre-temps, je suis rentrée en France et bien, on m'a proposé, là où travaille maintenant, l'Institut Cancérologie de l'Ouest, en fait, de faire cette start-up en France et non pas aux États-Unis, avec une filiale aux États-Unis. Voilà pourquoi je suis là et c'est une aventure. Sur le projet, l'entreprise Testeroc. Elle s'appelle Testeroc, elle n'est pas encore projet, mais ouais. c'est presque fait. J'ai mis projet entreprise. Merci beaucoup. Charlotte? Bonjour à tous, donc moi c'est Charlotte Schelink, je suis docteur en biologie marine. J'ai créé l'Isaqua il y a maintenant 3 ans. Avec l'Isaqua, on développe un nouveau procédé aquacole pour produire des gambas sans antibiotiques, sans rejets polluants, à proximité des lieux de consommation. Donc aujourd'hui on est à Nantes. Donc moi j'ai fait un doctorat sur les poissons où j'ai pu constater la surpêche. Après j'ai fait un post-doctorat sur l'aquaculture grossièrement où j'ai pu constater en fait les
les dysfonctionnements dans l'aquaculture. Et c'est ça qui m'a donné envie en fait de créer l'ISAQUA pour résoudre, en tout cas pour proposer un nouveau mode de production pour produire plus de protéines animales. Merci. Merci à toi. Ludovic ? Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Ludovic Briand, je suis président d'Athéna Recherche et Innovation. Moi, j'ai un passé d'énergéticien. J'ai passé toute ma carrière dans l'énergie, initialement dans le nucléaire et puis ensuite dans l'amont pétrolier, le raffinage amont pétrolier. Donc, j'ai passé l'essentiel de ma carrière à l'étranger. Et à l'époque où j'étais à Milan, j'avais eu vent de travaux qui avaient été faits par un pasteurien dans les années 40-50, et qui avait été capable de produire en 24-48 heures ce que Mère Nature met 1 million d'années à nous donner, c'est-à-dire du pétrole brut par une voie fermentaire. Et donc, je suis rentré en métropole en 2015 avec cette idée qui a continué de me trotter dans la tête. Et donc moi, si je me suis lancé dans cette aventure, c'est presque plus par ego quelque part. C'était de me dire, si dans 10 ans, il y en a un qui fait TF1 20h en disant « j'ai repris les travaux du pasteurien et machin » et que finalement, moi je suis dans mon canapé et je me dis « je le savais il y a 10 ans et j'ai rien fait », ça m'aurait un peu agacé, quoi. Donc au bout du compte, je me suis lancé là-dedans et finalement, on a des bactéries qui en font qu'à leur tête. Donc elles ne veulent pas faire de pétrole brut, elles font de l'hydrogène. Et donc à la fin, aujourd'hui, ce que fait Athéna, c'est de récupérer des effluents et des déchets de l'industrie agroalimentaire. Là-dessus, on fait pousser des bactéries. Et ces bactéries rejettent de l'hydrogène, c'est leurs déchets à elles. Ça rejette de l'hydrogène et donc nous, ça nous arrange, on peut le récupérer et en faire un combustible décarboné. Voilà. Merci pour les 3 présentations. Donc là, on est sur la partie vraiment se lancer. Donc vous voyez 3 origines, genèses différentes. 2 sur sollicitation de valorisation en fait, des travaux de recherche. 1 sur vraiment constat fait pendant un postdoc sur une problématique à résoudre concrète. Et une 3e genèse sur des papiers qui datent d'un certain temps, une technologie non exploitée qui, par sérendipité, en fait, amène sur un autre thème sur l'hydrogène. Mais du coup, une autre façon de se lancer. Donc il y a une diversité de profils. On va attaquer sur la partie contenu maintenant pour répondre à la partie seul ou s'associer. Pour ça, on est parti sur 3 thèmes, 3 messages qu'on a souvent entendus, que ce soit sur de la création d'entreprise et aussi sur la création d'entreprise en deep tech. C'est valable vraiment pour tout. Donc c'est un peu des idées reçues, des mythes. Je vais vous les citer. Je ne vais pas forcément vous demander l'interaction, j'aurais pu vous demander de lever la main si vous êtes d'accord, pas d'accord. Si ça vous va, je peux vous demander, ça va vous mettre un peu en énergie. Donc je vais vous solliciter, je vais dire le premier mythe, et si vous êtes d'accord avec ce mythe, vous allez lever la main tout simplement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si personne ne lève la main, que tout le monde est d'accord, tant mieux. Si tout le monde lève la main, tant mieux aussi. Donc la première affirmation que je vous dis, c'est que entreprendre pendant ou juste après sa thèse, c'est impossible. Mission impossible. Qui est plutôt d'accord avec ça pendant ou après sa thèse ? Alors il y a du non. N'hésitez pas si vous êtes d'accord que c'est mission impossible. Merci Hervé. Donc pour toi, c'est mission impossible. Impec. Donc derrière cette thématique, c'est la question aussi des compétences finalement et du bon moment pour se lancer sur sa création d'entreprise. Pour réagir sur ce thème, donc, je vais distribuer une première fois la parole. Après, si vous voulez faire des effets ping-pong, vous n'hésitez pas. On démarre Charlotte sur cette notion un petit peu de entreprendre pendant ou après sa thèse, et puis autour des compétences liées et utiles à la création d'entreprise. Toi, ta vision là-dessus, créer pendant la thèse ? Du coup, moi, j'ai créé l'ISAQUA en 2018 et j'ai soutenu ma thèse en 2012. Pour moi, c'est pas impossible parce que je ne considère pas ce mot, mais c'est très compliqué. Effectivement, une thèse, c'est déjà un gros bout, un gros projet à part entière, en fait, et s'éparpiller pour créer autre chose, je pense que c'est pas optimal. Donc toi, le bon moment a été après ta thèse. Sur les aspects compétences, tu as tout de suite eu des réflexes et des compétences que tu as mis au service de ton projet. Ça a été compliqué, compétences entrepreneuriales assez généralistes pour le coup. Comment tu te positionnes là-dessus ? Alors c'est vrai quand on fait une thèse, en fait, on nous associe souvent en fait à des rats de laboratoire, ce qui est totalement faux, parce que du coup en thèse on fait des budgets, on mène des projets, on participe à des salons, à des congrès,
Enfin voilà, on est vraiment dans un travail à l'équipe, c'est tout sauf quelque chose d'individuel finalement. Et du coup, moi, j'étais à l'université Pierre et Marie Curie et au Muséum d'histoire naturelle de Paris, et je baignais déjà par des copains ou en tout cas l'environnement local dans cet univers, dans cet écosystème d'innovation. Et donc c'est assez naturel en fait, je me suis tournée vers l'innovation assez naturellement, ça n'a pas été un gros choc, ça a pas... Quand j'ai créé l'ISAQUA, je n'avais pas de compétences folles, une expertise forte en aquaculture, mais j'avais une vision 360 pour développer un projet, pour mener à bien un projet. Je savais faire de la biblio, je savais structurer les choses, et du coup, c'est plutôt ces compétences-là que j'ai mis à profit, et après en m'associant bien sûr avec d'autres personnes dont on parlera tout à l'heure. Donc vraiment, ayez conscience aussi du message qui est passé. Bosser sur une thèse développe des compétences transversales utiles sur énormément de choses, notamment une création d'entreprise. Elles peuvent être complètement mobilisées. Tu as parlé biblio, moi je parle d'études de la concurrence, mais on est dans les mêmes notions. Sur cette thématique, Sophie, sur un petit peu le même jeu, comment tu te positionnes par rapport à cette question? Est-ce que entreprendre pendant, après la thèse, quel est pour toi le beau moment? Donc on en a un petit peu échangé, tu as lancé aussi après la thèse. Comment tu t'y es pris par rapport aux compétences? Est-ce que tu avais les compétences entrepreneuriales en tête, et comment tu réagis là-dessus? Je ris parce que je m'y suis prise bien après ma thèse, qui était en 1990. Donc, mais j'ai eu des étudiants, bien sûr, dans mon laboratoire, et au moins, vu que c'est basé sur vraiment les compétences acquises pendant des années, c'est évident que ce serait difficile de faire une société de service comme on veut le faire pendant la thèse. Cependant, si la personne, effectivement, a travaillé pendant sa thèse sur les connaissances qui ont attrait au développement de modèles tissus sur puce, et qu'il y a vraiment les connaissances derrière qui sont acquises, pourquoi pas? Mais c'est quand même, ça me semble un petit peu quand même court. Par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'une de mes étudiantes qui participait donc à l'élaboration d'une des plateformes qu'on a créées, eh bien, ça l'a intéressée de regarder un petit peu plus l'entrepreneuriat. Elle a suivi des cours, elle a participé aux premières étapes de Customer Discovery, donc pour voir quelle était l'attente éventuelle de clients éventuels, et ça l'a bien intéressée. Par contre, elle est allée après ça, elle a continué dans la voie classique postdoc, etc. Donc, peut-être pas tout de suite au moment de la thèse, je pense. Et puis, c'est aussi un diplôme avant tout. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir mener son diplôme. Il y a des dispositifs d'accompagnement qui peuvent exister, on en a parlé tout à l'heure, pour accompagner des étudiants, et également des personnes porteurs de projets qui sont plus forcément étudiantes peuvent se faire accompagner. Donc, globalement, on va dire que chacun voit aussi midi à sa porte. Et puis il y a aussi des projets de thèse qui peuvent directement créer soit des brevets qui peuvent donner des exploitations derrière commerciales et création d'entreprises. Donc chacun peut voir midi à sa porte. Le temps peut être restreint pendant, mais pourquoi pas après tout. Et après la thèse, c'est le bon moment de pouvoir mettre une expertise développée pendant une thèse au service d'un projet. Une réaction, Ludovic, sur la vision des compétences? Tu avais une punchline qui était intéressante. Non, mais enfin, ouais, moi, je n'ai pas fait de thèse, donc, enfin, je suis ingénieur de formation, mais j'ai pas fait de thèse. J'ai plein de défauts, mais pas celui-là. Donc, je me placerai pas sur ça. Mais par contre, c'est vrai que, bon, forcément, quand on fait ce genre de cursus, on a des compétences, on a des choses. Mais en gros, s'il faut attendre qu'on ait toutes les compétences pour se lancer, on ne se lancera jamais, parce que il faut savoir faire de la compta, il faut savoir faire un business plan, il faut savoir faire plein de choses. Au bout du bout, voilà, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. Je suis désolé. Je vous laisse vous présenter. Allez-y. En Vous, 2 minutes. IRT Jules Verne, Olivier Preciosa, je suis chargé d'affaires. Nickel. Voilà. On était sur la question, premier thème, compétences. J'enchaîne le deuxième thème et puis je vous fais réagir à partir de là sur les thèmes qu'on aborde. Deuxième, on se rappelle le principe, je dis une phrase, j'annonce un mythe qu'on a souvent entendu. Et ça peut être vrai, ça peut ne pas être vrai, c'est vous qui réagissez. Donc on est sur la question seul ou s'associer. Là, je vous dis que seul, j'irai plus vite. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision-là? Seul, on va plus vite? Non?
Ok. De mon point de vue, c'est vrai que seul on peut aller plus vite. La question à se poser, c'est jusqu'à quand et jusqu'où je vais tout seul. Et quand est-ce que je peux avoir besoin de compétences complémentaires et comment je vais aller les chercher. On a parlé compétences juste à l'instant. Sur ce point, je vais commencer, Ludovic, pour le coup, à te faire réagir sur cette notion-là de jusqu'où, alors en retour d'expérience, tu es allé tout seul. Donc tu reviens en France, tu veux travailler sur les papiers des années 40-50. Jusqu'où tu vas et quand est-ce que tu te dis, là, il faut que je m'entoure? Alors assez rapidement, parce qu'il y a une chose qui est claire, c'est que sur la partie gestion de projet, toutes ces choses-là, c'est des choses qui étaient naturelles pour moi, que je faisais depuis très longtemps, mais j'avais pas la compétence de microbiologiste dont on avait besoin pour aller creuser ces papiers et creuser cette aventure. Donc assez rapidement, je me suis dit, voilà, il fallait que j'aille m'entourer de deux types de choses. D'abord, de microbiologistes et ainsi de suite, de labos, en gros, et d'autre part aussi de comprendre comment est-ce qu'on structure une entreprise en France. Parce que moi, j'étais parti depuis plus de 10 ans à l'étranger. Je revenais bien sûr pour les vacances, mais c'est pas avec ça qu'on comprend l'écosystème, les étapes à faire. Donc je me suis associé à une première chose, alors c'est un bien grand mot, mais avec Angers Technopole, puisqu'ils m'ont ouvert les portes et que c'est eux qui m'ont un peu guidé sur comment est-ce qu'on va structurer l'entreprise, les questions à se poser au moment de se lancer. Ils m'ont aussi guidé un peu de dire prends ton bâton de pèlerin pour aller chercher le labo, et ça a été le cas. Et puis à la fin, je suis tombé sur Romain qui est en train de finir un postdoc et avec qui on s'est assez vite bien entendu, avec qui on a construit le projet. On s'est rencontrés en février 2016. On a conçu ensemble le projet où on a fondé la société en octobre 2016. Bon, après, les différentes aventures des uns et des autres font qu'on a réellement commencé en avril 2017 au labo, mais en bout du compte, voilà, moi je suis allé chercher les compétences. J'avais l'envie d'entreprendre, pas en tant qu'entrepreneur, mais plutôt, comme je disais tout à l'heure, la thématique qui m'intéressait, quoi. Avec un premier réflexe, donc on est sur s'entourer d'un acteur de l'accompagnement, donc là Angers Technopole, et puis la démarche d'aller chercher la compétence. Alors, tu recherches un laboratoire, tu ressors avec un jeune chercheur, ce qui est top et d'autant mieux, qui finit par une association. Alors on va vous montrer aussi sur les 3 parcours, il y a des effets miroirs. Sur cette question-là, je me tourne vers toi, Charlotte, sur la partie. Est-ce que tu as été seul pendant un bout de temps sur le projet? Est-ce que tu as tout de suite été en association? Est-ce que tu peux nous faire ton partage, ton retour? Est-ce que tu t'es entouré d'acteurs? Comment tu as fait? Du coup, donc moi, j'ai commencé à travailler sur le projet l'ISAQUA en janvier 2017. J'avais un copain qui est mon associé aujourd'hui. Donc moi, j'étais la partie recherche, donc j'ai commencé à faire de la biblio pour voir si scientifiquement ça tenait le coup. Ensuite, en discutant avec Gabriel, qui a lui une formation de commercial en fait, l'idée ça a été de savoir, ok, maintenant que techniquement ça tient le coup, est-ce que financièrement, est-ce que ça peut être robuste? Voilà, donc après on a identifié donc finalement j'ai jamais été toute seule sur le projet. En septembre suivant, on a rencontré Caroline en fait, qui est une ingénieure et qui a rejoint l'équipe. Et avec Caroline, en fait, Gabriel était encore en poste. Et avec Caroline, on a intégré Pépite Starter à Nantes, donc avec Mathieu. Ils n'ont jamais voulu me donner mon diplôme d'université d'ailleurs. C'est faux. Et du coup, lors de Pépite, en fait, avec Caroline, donc ingénieure, elle avait fait 10 ans chez Areva et moi une thèse en biologie. On nous a parlé de prévisionnel, de business plan, d'études de marché, des trucs comme ça. Et bref, tout ça, en fait, c'est des choses que Gabriel maîtrisait. Donc, on a été informés, on sait faire maintenant avec Caroline. Quoi qu'il en soit, il a fallu qu'on se spécialise pour pouvoir aller plus vite. Seul, on va plus vite, non. Du coup, nous, à 3, on va 3 complémentaires, on va plus vite parce qu'on se spécialise et que chacun abat son travail. Et voilà. Merci. Pareil en retour d'expérience, même exercice. Alors c'est sur le retour, enfin ton partage d'expérience va être un peu différent des 2 précédents, mais c'est ce qu'on recherche aussi.
Donc tu as l'opportunité de lancer TestRock sur une prestation de service. Jusqu'où tu es allée toute seule? Quand est-ce que tu as ressenti le besoin d'aller chercher des compétences complémentaires et vers qui tu t'es tournée pour ça? Tout de suite, je me suis retournée vers des compétences complémentaires. Parce qu'en dehors de la science, de la recherche académique et de la médecine vétérinaire, je n'ai pas de compétences particulières pour ce genre de choses. Et c'est vrai, ce sont mes étudiants qui m'ont en fait mis le pied à l'étrier, parce que c'est eux qui ont commencé avec des cours à regarder un petit peu l'entrepreneuriat. Et à l'université de Purdue, alors j'ai commencé à participer pour comprendre ce qu'était le monde de l'entrepreneuriat à des programmes qui étaient faits pour les professeurs, pour qui voulaient justement se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ça me permet donc d'être un petit peu plus au courant de comment les choses se font, mais j'ai toujours dit qu'il fallait qu'il y ait un CEO qui se joigne à nous, parce que pour moi, c'est un monde complètement... C'est comme si j'allais sur la Lune pour découvrir une autre planète où... Dès le départ, j'ai eu besoin d'avoir un accompagnement. Alors, il faut dire que l'accompagnement que j'ai maintenant en France est assez extraordinaire, parce qu'aux États-Unis, c'était pour des groupes. Il n'y avait pas d'accompagnement individuel au niveau de l'université. Et là, j'apprécie vraiment l'accompagnement individuel que l'on a avec les programmes dans les pays de la Noire. On va en parler justement sur le blog juste d'après. Olivier, en réaction sur chargé d'affaires IRT, donc tu vois pas mal de projets d'entreprises passer. Oui. D'abord, j'aimerais dire quand même que je suis désolé, et c'est une erreur d'affichage pourquoi je suis ici. Mais on est très bien. Juste alors c'est en réaction. Est-ce que sur les chargés d'affaires, donc tu as des entreprises tu as beaucoup d'équipes au démarrage? Est-ce que les équipes elles se constituent chez vous? Elles sont déjà constituées quand elles arrivent? Alors, nous, on a peu d'expérience en fin de compte d'entrepreneuriat réellement. On a une expérience où la personne est partie seule. Toutefois, moi, j'ai quand même eu à la fois... Il y a cette expérience au sein de l'IRT Jules Verne, mais moi, personnellement, j'ai de l'expérience. Et à la question, faut-il se lancer seul ou s'associer, je dirais qu'il y a plusieurs éléments. Déjà, il y a l'aspect risque. Du moins, quand on est plus jeune, on a plus tendance à se lancer seul parce qu'on est tout foufou, on est là dans son rêve et puis hop, on avance, quoi. Et puis avec l'âge, on se dit, ah non, je préfère quand même déjà avoir un client, au final, m'associer à un client potentiel. Du moins, je ne sais pas comment vous réagissez dans vos réalités. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'entreprends les choses aujourd'hui. Et là, comment je conseille les personnes qui travaillent avec nous, du moins qui cherchent à entreprendre pour essayer de valoriser des technologies issues de l'IRT Jules Verne, c'est réellement de voir l'association comme la seule voie, en fin de compte. C'est-à-dire que seul, on ne fait rien. Et qu'en rentrant à la fois dans l'intimité de la technologie, on peut trouver des partenariats. C'est-à-dire que notre compétence est au final très limitée et que plus on s'entoure, plus on peut offrir quelque chose de pertinent. Et puis que même s'associer avec des partenaires commerciaux pour à la fois co-construire des stratégies et puis être plus dynamique ou réactif vis-à-vis de certaines situations. Ça fait la transition toute trouvée sur le troisième thème, troisième mythe, troisième phrase qu'on a beaucoup entendu et qu'on voulait vous proposer. Donc là, sur les deux premières questions, on voit qu'il y a une possibilité d'aller créer, qu'il y a des compétences transverses développées pendant un doctorat qui peuvent être utiles à un projet. On voit que sur ce projet d'entreprise, on va quand même devoir aller s'entourer d'une personne pour s'associer. Maintenant, c'est quitte à ce que je m'associe. Donc ça, c'est le thème que je vous propose. Je m'associe, je m'entoure que des personnes que je connais. Il vaut mieux que je connaisse la personne avec qui j'ai envie de m'associer. Est-ce que vous seriez plutôt d'accord avec cette phrase? Pour vous, il vaut mieux connaître la personne? Ok, je vois des têtes qui font... Est-ce que c'est des bofs? Donc bon, c'est une phrase qu'on entend assez souvent. C'est comme la phrase de « j'ai pas envie de parler de mon idée, on va me la piquer » ou alors si je parle de mon idée, je reste dans mon premier cercle, que sur un cercle très fermé. Par rapport à ça, je vais encore vous faire réagir et ça fait écho à ce que tu disais sur la notion de partenariat. On en a un peu parlé au début, s'associer à une technopole, c'est s'entourer d'une technopole. Comment vous réalisez Romain? Alors je parle de Romain, ton associé, mais Ludovic, je te fais intervenir. Tu le connais pas du tout au début. Comment ça se passe? Tu rencontres Romain En fait, on se rend compte parce que je suis en train de chercher un labo. Et le labo me dit, tiens, on a Romain qui termine son postdoc fin février. On peut très bien l'embaucher encore pour 1 an pour faire une étude de faisabilité avec toi pour voir si ça peut marcher. Et finalement, il y a le dispositif que vous connaissez probablement de Jeunes Docteurs.
Et je me dis, mais plutôt que de le laisser, entre guillemets, dans une certaine précarité, de repartir pour 1 an de postdoc, autant lui donner tout de suite la perspective d'un CDI, de 2 ans de travail où il va être serein pour pouvoir travailler et voir ce qu'on arrive à faire. Il y a un aspect qui est très important, selon moi, dans l'entrepreneuriat, c'est la gestion du risque. Donc, il faut partir du principe que c'est qu'est-ce que je suis prêt à perdre. Et donc, nous, on s'était donné 2 ans, 50 000 euros, 2 ans. Et si au bout de 2 ans, ça ne marchait pas, on avait déjà convenu qu'on ferait un barbecue et on se serrerait la main. Mais au moins, on aurait essayé. Avec Et vraiment donc, des étapes en plus que exactement. vous étiez fixées. Et donc à la fin, quelque part, c'était aussi de créer son propre job. Moi, je créais mon propre job, entre guillemets, aussi à côté. Et donc, on partait tous les deux ensemble dans cette aventure. Voilà. Et donc, en fait, on n'a pas non plus signé un pacte de mariage. Hein, et puis, on ne l'a pas fait tout de suite. C'est-à-dire qu'on s'est connus en février. Et puis après, on s'est revus 2, 3, 4 fois pour structurer le projet. Il a travaillé dessus, fait un peu de biblio voilà, à côté. Et comme ça, on a construit le projet. Ok, merci. Au fur et à mesure, après vous connaître, démarrer sur une relation salariée, maintenant associée, avec des jalons et des étapes, donc quelque chose de très structuré en soi, comme un protocole de recherche, étonnamment. Je te fais réagir, Charlotte, sur un axe, peut-être l'aspect. Donc on a vu au niveau des associés, tu étais sur plutôt des associés premier cercle, donc pour le coup des gens que tu connais. Est-ce que tu es allé chercher, on parlait partenariats, sur les partenariats que tu as pu nouer ou sur des acteurs de l'accompagnement, tu es allé chercher quoi? Est-ce que c'était des personnes connues, tu étais en terrain connu, ou tu allais vraiment t'entourer de personnes inconnues? Pour quelles raisons, si tu as fait ça? Du coup, sur la première, Gabriel, je le connaissais, Caroline, je la connaissais pas. Donc avec Caroline, sur le papier, au niveau des compétences, ça fonctionnait, mais après, on partageait les mêmes valeurs également, mais ça reste toujours un grand pas. Tu parles de mariage, que tu t'es pas marié, mais moi j'ai l'impression de m'être mariée. Parce que quand on monte, quand on fait des levées de fonds, etc., il faut quand même avoir une équipe solide derrière. Donc nous, avec Caroline, on a fait un gentleman agreement en fait pour être d'accord. Quelle est la vision qu'on avait sur la boîte, comment on s'imaginait du coup à 3, 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qui était pour nous l'ADN de la société, etc. On s'est vraiment retrouvé là-dessus, on a construit ça avant de répartir le gâteau, parce que c'est quelque chose, il ne faut pas le négliger. De ce que tu me dis, Mathieu, donc nous, on a été d'abord chez Pépite, après on est chez Atlampol, et on est également chez Réseau Entreprendre, donc le réseau d'entrepreneurs. On n'a pas de limite dans le sens où, bien sûr, tous ces réseaux-là, c'est très fort et ils nous orientent vers des experts et vers des gens toujours très pertinents par le biais de formation, par le biais de soirées de réseautage ou d'autres choses. Donc on sait bien sûr, comment dire, pas utiliser, mais enfin profiter de tout cet accompagnement, bénéficier. Et après, du coup, on va chercher aussi les experts dont on a besoin. Ouais, donc sur des notions de partenariat tout aussi importantes que les associations. Sophie, est-ce que tu peux témoigner l'expérience que tu vis actuellement sur la partie justement associée? Là, rien n'est encore validé, mais est-ce que tu peux nous faire ton retour d'expérience sur le process qui est en cours Oui, avec Atlampol? en tout cas, c'est vrai que le CEO avec qui je suis en pourparlers, lui, il prend déjà la Test-Rock comme étant sa société, ce qui est formidable. Mais c'est vrai que je ne connaissais personne et je suis passée donc, par le soutien de Atlampol Biothérapie, par le programme Deep Tech Matching dont on va vous parler. Et ça part de zéro, mais en fait, on n'a pas trop de temps pour se connaître. Et c'est vrai que on m'avait dit quand j'ai parlé avec des collègues aux États-Unis qui ont créé leur start-up, la chose la plus importante quand on veut pas être CEO soi-même, c'est d'avoir un co-founder CEO avec lequel on s'entend vraiment. Il faut apprendre à se connaître, sinon ça peut tout mettre par terre. Et donc, ce qu'on fait, là, maintenant qu'on s'est apprécié, qu'on a décidé de travailler ensemble à la suite de ce programme Deep Tech Matching, toutes les semaines, on se prend une demi-heure, on discute, aussi bien de la préparation du début de la start-up, mais aussi pour se connaître un peu plus. Et
en espérant qu'on va arriver vraiment à pouvoir cerner comment travailler ensemble. On n'a pas de soucis pour le moment, mais il faut en fait les anticiper, les soucis particuliers ou possibles. Donc je suis dans la méthode d'approche et ça se passe bien, mais parce que, je veux dire, le fait que je suis entourée par un programme où vraiment on nous aide à penser aux choses qui pourraient arriver et qui ne seraient pas très très bien pour la société, eh bien ça met en confiance et ça permet d'envisager l'avenir. Mais ça fait peur quand même. Oui, tu me le disais tout à l'heure, ça fait peur. Je le conçois. Ça, c'était lié à la notion des prises de risques, mais aussi d'aller nouer des partenariats pour amoindrir ces risques. Merci pour les 3 temps. On va se prendre un temps de synthèse avec Emmanuel, un petit peu sur cette question, faut-il se lancer seul, s'associer ? De la matière qui a pu être dite, on a entendu beaucoup de choses sur cet aspect-là. Au final, il y a des associations avec des personnes que vous ne connaissiez pas forcément au démarrage. D'une façon ou d'une autre, vous avez mis un contrat de confiance en place et des façons d'apprendre à vous connaître et de voir si ça pouvait matcher, pour prendre le terme Deep Tech Matching. Ça marche. Est-ce que tu peux me faire la synthèse et puis parler un peu de Deep Tech Matching ? Oui, avec plaisir. Donc en synthèse, on peut se redire que se lancer avant ou après sa thèse, ici on a plutôt le témoignage de lancement après la thèse, mais on a bien entendu que on pouvait avoir en fait des motivations entrepreneuriales pendant. Pour l'association, du coup, seul ou pas, on est à peu près tous unanimes, effectivement, s'associer pour aller plus vite, pour acquérir des compétences complémentaires, ça restait une bonne idée. Et puis, effectivement, l'adéquation, trouver quelqu'un qui partage la même vision, qui partage les mêmes valeurs, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est des rencontres. Et puis, voilà, ça reste une aventure, en tout cas, ça reste une très belle aventure que vous êtes en train de vivre pour vous trois, que vous commencez. Dans l'aide à trouver ces bonnes personnes, donc effectivement, le Deep Tech Matching est une initiative assez récente qui est lancée du coup par les technopoles d'Angers, de Laval, du Mans, d'Atlampol et également la Southwest Valorisation, donc sur un consortium qui s'appelle le Parcours Deep Tech, qui vise vraiment à accompagner les startups Deep Tech sur leurs spécificités. Réellement l'accélération, le starter et puis le matching avec moi. Et dans ce matching, ça va être la mise en relation de talents issus du réseau des technopoles et puis également issus de l'outil Tandem de BPI. Voilà, donc ça va être présenté du coup aux chercheurs les meilleurs talents et pas hésiter à présenter beaucoup de talents pour qu'elles puissent affiner leur recherche et puis les accompagner un peu comme Sophie aujourd'hui dans leur pré-association avec ce pass découverte. Une idée de volume aujourd'hui sur le parcours Deep Tech et qui bénéficie de Deep Tech Matching ? Oui, oh là là, il y en a pas mal. Oui, effectivement, ça fluctue. On a entre 12 et 15 startups accompagnées voilà, sur des profils CEO, sur des profils co-fondeurs ou de direction ayant vocation à s'associer à moyen terme ou long. Ok. Merci pour votre témoignage sur le un peu mot final, entreprendre, faut-il se lancer seul ou s'associer ? Je pense que vous l'avez retenu, mais une des qualités premières qui est souvent citée chez un entrepreneur, c'est de savoir s'entourer. Donc qu'on soit sur une association, un partenariat, il ne faut pas rester seul. Pardon, je tousse. Ça va mieux, je pense. On a le temps de 2 ou 3 minutes de questions, ça peut nous en laisser 1 ou 2. Il y a aussi peut-être des questions en ligne. Ok. Pas forcément de questions. Du coup, c'était pour échanger. Donc, on a discuté donc d'aller chercher un associé ou autre en dehors de notre premier cercle, qui n'avait pas de contre-indication, entre guillemets. Quelles seraient plutôt les contre-indications inverses
c'est-à-dire de s'associer avec quelqu'un, comme on disait dans notre premier cercle. Est-ce que ça peut créer des conflits directement au niveau de l'entreprise et qu'est-ce que seraient ces conflits-là? Enfin voilà, développer un peu plus sur cette partie. Je me tourne, Charlotte, vers toi sur l'associé que tu connais. Quand tu vas chercher à t'associer avec des gens qui n'ont pas tes compétences. Parce que du coup, sinon, ça n'a pas de sens. Voilà. S'associer avec un copain, après, faut être sûr du fonctionnement, enfin, faut se connaître bien. Quand tu crées une entreprise, il va y avoir des financements. Il va y avoir, du coup, tout ça, ça peut être des points de crispation si ton ami avec lequel tu crées l'entreprise, finalement, il se dit, tiens, je change de vie, je pars. Comment tu fais? Enfin voilà, il y a tout ça. On est quand même dans un mariage, et il faut penser, comme dit Sophie, il y a quand même, faut pas mettre sous le tapis les problèmes, quoi, parce qu'ils sont là et ils peuvent. Là, par exemple, moi, si on a dans notre pacte d'associés, on a une clause de good et bad liver. On peut pas partir du jour au lendemain de l'entreprise, ou alors nos parts ont des décotes, parce que si on a un associé qui part, l'entreprise vaut trop aujourd'hui pour que nous, les deux autres associés, en fait, puissent récupérer les parts. Enfin, voilà, c'est un risque de dilution, au final, aussi. De dilution et même de blocage, en fait, de blocage. Donc, je serais pas hyper à l'aise pour m'associer effectivement avec voilà, c'est vraiment faire attention quand même. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Il est 16h06, on prend une dernière question. Bonjour. Bon là, à travers les trois intervenants, c'est intéressant, il y a trois profils très différents. Donc il y a une question. Ouais. Il y a une question qui me vient quand je vous entends, c'est la question de l'API, en fait, la propriété intellectuelle et industrielle. Parce que dans les différents cas, enfin selon les différents exemples, j'imagine qu'il y a des problèmes très spécifiques qui vont se poser, parce que tantôt, je pense que dans le cas de Madame, je suppose que l'API a été déposée par une université. Alors, je suppose qu'il y a une pays sous-jacente. Donc là, il y a une question qui, à mon avis, est assez importante. Puis dans le cas monsieur, à l'inverse, vous venez avec une idée et puis quelqu'un la développe pour vous. Donc voilà, je pense qu'il y a, de la même manière, il y a une structure très spécifique, un encadrement spécifique des produits de la recherche. Est-ce que la question, elle est sur la protection dans une relation d'associé naissante, ou vraiment pure la protection, quoi? Non, dans le cadre d'une association, comment on se protège de l'associé, entre guillemets, en fait, du futur associé potentiel, dans le cadre, comment on se fait pas voler l'idée par son associé, si je résume? Alors, déjà, moi, je pars du principe que quand on a une bonne idée, c'est que quelqu'un d'autre l'a eu avant soi. Donc, des gens qui font des crevettes en aquaponie, ça se fait déjà. Pas forcément de la manière dont elle le fait, pas de manière très importante, mais ça se fait. Des gens qui vont travailler sur des cancers avec des choses diverses et variées, ça se fait. Des gens qui font de l'énergie avec des micro-organismes et avec des déchets, ça se fait. Donc déjà, si c'est votre idée, bon, il y en a d'autres qui l'ont eu avant vous. Est-ce qu'ils l'ont fait, est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? C'est une autre démarche. Ensuite, par rapport à quelqu'un qui vient rentrer dans l'aventure, vous venez avec votre idée, mais c'est qu'une idée. Pour l'instant, elle ne vaut rien, puisqu'il n'y a rien qui a été mis en œuvre. Donc, à partir du moment où c'est celui qui met les choses en œuvre, qui a ce savoir-faire, effectivement, on peut avoir cette crainte-là. Mais dans ces cas-là, faites rien, parce que vous serez sûr de ne pas vous faire piquer l'idée, mais vous n'allez pas développer non plus. Par contre, le truc, c'est qu'à partir du moment que cet associé arrive, moi je le considère comme associé, même si officiellement il ne sera jamais fondateur d'Athéna, puisqu'il n'avait pas son nom sur le premier document de la fondation d'Athéna, mais c'était notre premier salarié, et c'est lui qui a le savoir-faire. Il y a un contrat de travail. Donc dans ce contrat de travail, il y a des protections à mettre par rapport à la propriété intellectuelle. Maintenant qu'il est associé dans l'entreprise, on a les mêmes clauses de good et bad liver. Et puis quelque part après, plus vous allez avoir de monde dans l'entreprise, plus la propriété intellectuelle va être partagée par les différentes personnes qui sont dans l'entreprise. Donc au bout du compte, il faut mettre d'autres outils de protection en place, mais ça va être vrai pour toutes les personnes avec qui vous allez vous retrouver à travailler, et y compris avec vos autres associés, puisque quand vous faites une levée de fonds, vous avez de nouveau des associés. Moi, mes associés, ils ne savent toujours pas avec quel micro-organisme on travaille.
Donc c'est tout bête, mais la propriété intellectuelle, on leur dit on fait de la fermentation, je leur dis à eux la même chose que ce que je vous dis à vous. Je ne suis pas sûr que vous soyez capable de reproduire ce qu'on fait, mais eux non plus. Donc tout ce côté-là, il est important de l'avoir en tête et de l'anticiper. Et quand on démarre, effectivement, au début de l'aventure, il faut mettre des garde-fous. Et donc, voilà, il y a un contrat de travail. Dans ce contrat de travail-là, on va définir des choses. Ça ne veut pas dire que si demain on pose un brevet, il n'y aura pas son nom. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas copropriétaire de l'invention. Mais à un moment donné, voilà, il y a des outils. Moi, ma vision, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller s'entourer d'avocats pour mettre les choses sur la table. Parce que si vous ne traitez pas le sujet, si c'est une inquiétude pour vous, ça finira par avoir un problème majeur. Donc, il faut anticiper ça. Et des gens qui sont très bien placés pour ça, ce sont des avocats. Ils font des consultations gratuites dans un premier temps. Et puis après, si vous avez des choses à faire, là, ça deviendra payant. Mais en tout état de cause, il y a des outils qui existent pour se protéger. Merci pour la réponse. Et je rebondis pour clôturer. Ce qui est 16h11, il faut rendre le plateau. Et puis il y a des intervenants qui ont un train à prendre. S'entourer, dans les parcours d'accompagnement, vous allez rencontrer différents acteurs pour travailler sur cette question de l'API. Vous avez notamment l'INPI qui a pas mal de dispositifs et qui ont un rôle aussi de conseils gratuits. Donc faut aller consommer et profiter et bénéficier de tous ces conseils pour structurer. Mais la question est réelle. Merci de l'avoir posée. Merci pour votre écoute. On libère le plateau pour le coup et à bientôt.